Donc voilà, j'accueille avec un très grand plaisir Helga Finter, qui nous vient donc d'Allemagne, qui est professeur de théâtre à l'université de Gießen en Allemagne et qui a travaillé depuis de nombreuses années sur les questions de l'avant-garde littéraire, notamment sur le lettrisme, le thème des mots en liberté dans le lettrisme, sur l'histoire des futurisme italien. Un lapsus. Les mots en liberté, c'est sur le futurisme italien. Je suis encore trop pris dans mon devoir là. Donc le futurisme italien autour de Marinetti, etc. Les avant-gardes comme théâtrales chez Jarry, Mallarmé, Jarry, Roussel et Artaud, livre de 2 volumes. Et qui a également écrit un livre sur Bataille et participé récemment à un colloque qui vient d'être publié sur images et réel, c'est cela? Oui. Le réel et les nouvelles images. Voilà, donc là, publié cette année. Helga Finter va donc nous parler du spectacle La théâtralité chez Debord. Son titre est Debord, le spectacle et la théâtralité, politique du sujet. Et ça me paraît extrêmement intéressant et aussi paradoxal, dans la mesure où effectivement, Debord, qui a pratiqué un peu la peinture, mais ça, Céline en a longuement parlé ce matin, qui a pratiqué beaucoup le cinéma, la littérature à sa manière, ne semblait pas s'être intéressé outre mesure au théâtre. Et il y a très peu, je crois, d'allusions ou de remarques concernant le théâtre dans l'œuvre de Debord. On sait, il a fait savoir qu'il appréciait Bertolt Brecht. Gérard Brich en parlait hier, et c'est certainement pas un hasard, et c'est extrêmement intéressant. Donc je pense que l'angle d'attaque par la théâtralité pourrait être aussi une manière d'entrer dans cette œuvre qu'il ne faut pas négliger. Donc je vous donne la parole à Helga. Alors pour l'ordre du passage, Corinne Pincena a eu la gentillesse d'accepter de passer cet après-midi. Donc on verra en fonction des gens qui seront là comment on procédera, mais Corinne passera donc à 14h30. Merci Jacob. Je parlerai de la théâtralité et du spectacle chez Guy Debord. Et j'ai donné comme titre « Politique du sujet ». La Société du spectacle est aujourd'hui, 40 ans après la première édition du livre de Guy Debord et presque 30 ans après ses commentaires, un fait contesté seulement par peu de spécialistes du spectacle même. Après l'iconoclasme spectaculaire du 9 septembre 2001, sa réalité mondiale, comme spectaculaire intégré, ne rencontre que peu de doutes. La question se pose cependant aujourd'hui s'il pouvait y avoir un échappatoire à ce spectacle universel, voire s'il y a des manifestations d'art et de pensée susceptibles de démonter sa mécanique. Cette question, je veux la poser à l'art de Guy Debord, qui, bien qu'un art de vie mené selon ses goûts et selon ce qu'il a aimé contre ce qu'il détestait, se laisse bien entrevoir dans ce qui nous reste d'œuvres comme autant de politiques d'un sujet singulier. La critique de la notion de spectacle, celle par exemple du médiologue Daniel Bougnoux ou du dramaturge Jean-Loup Rivière, focalise d'abord sa conception de la représentation pour ranger la pensée de Debord parmi les fondamentalistes d'une antithéâtralité, voire d'une iconophobie. Ainsi, Daniel Bougnoux détecte-t-il chez Debord un préjugé contre toute représentation et en déduit l'impertinence de son projet. En établissant une analogie entre la méfiance envers le théâtre chez Debord et puis chez Jean-Jacques Rousseau, Jean-Loup Rivière le soupçonne, je cite, de la haine de la séparation, d'une crainte de l'altération, une haine de l'altérité, d'un déni de la mort. On s'étonne du ressentiment qui se veut ici critique, amalgamant spectacle et représentation, car elle lui enlève non seulement son argumentation historique, lisible à la fois dans la Société du spectacle et ses commentaires, j'y reviendrai, elle méconnaît aussi l'usage positif que l'artiste Debord fit des représentations, d'images et de séquences de films dans ses œuvres cinématographiques
et des livres comme nous avons déjà vu, Mémoire de 58 et Panégyrique, tome second, publié posthumement en 97. Cette critique néglige en outre scandaleusement le fait que cette œuvre, aux prises avec le spectacle, est d'abord, en se confrontant à l'irréversibilité du temps et à la mort, une recherche et expérience de l'au-delà du spectacle, de ce qui lui est hétérogène, aboutissant à la projection d'un espace subjectif ou espace du sujet. Debord en fait la scène d'un théâtre psychique. S'y élabore non seulement le rapport critique aux représentations de ce que la société de son temps proposa comme réalité du sujet, moyennant la construction d'un imaginaire singulier à partir d'images et de citations trouvées, il y cherche surtout aussi à inscrire dans un rapport différent au symbolique un réel au sens lacanien de plus en plus prononcé. Il s'agit donc aujourd'hui, pour moi, de questionner ce théâtre psychique en tant qu'espace d'un sujet face au spectacle pour aboutir à esquisser une théâtralité défiant le spectaculaire intégré. Mon argument se distingue d'une étude donc des petits et grands théâtres de Guy Debord, comme entreprise par Jean-Marie Apostolides, en ceci que ce ne sont pas les traces de ces projets théâtraux qui seront suivis, mais la question du pourquoi d'un tel théâtre psychique. Et ceci à partir des œuvres qui ouvrent une scène psychique. Je veux poser la question suivante. En quoi une théâtralité critique pourra-t-elle répondre à l'omniprésence du spectacle? Un au-delà du spectacle a déjà été suggéré avec le théâtre dans le même numéro des Cahiers de la Comédie Française qui publièrent le verdict de Rivière. Bernard Sicher y propose la distinction entre le spectacle structurant la société actuelle, selon Debord, et un théâtre qui sera d'abord, je cite, théâtre de la mémoire, car introduisant, de même que l'art de l'écriture, un rapport critique aux conditions d'existence. Le second trait distinctif d'avec le spectacle est pour Rivière le fait que le théâtre est, je cite, une figure du désir mise à nu, car faisant intervenir l'hétérogène du désir avec un imaginaire singulier. Sicher oppose alors au spectacle un théâtre qui serait à la fois mémoire et affrontement à une vérité inconsciente, sublimée dans un style. En différence avec le premier trait distinctif, le second apparaît cependant à Sicher, je cite, le chapitre absent des considérations de Debord, car signé d'une horreur sexuelle dont témoigne par exemple le Debord de Panégyrique dans la récurrence étonnante, écrit-il, de la fixation alcoolique. Pourquoi la mémoire et l'affrontement au désir, supprimés par un style, contesterait-il le spectacle? Le comprenant, c'est-à-dire le spectacle, comme régime régissant par des représentations le rapport imaginaire des sujets à leurs conditions réelles d'existence et le rapport entre les êtres, le spectacle empêche, selon Debord, en effet, la formation d'un imaginaire singulier et barre l'accès au désir, l'accès à une émotion et une affectivité vraie. La possibilité d'un espace intermédiaire, ici du stade de miroir, est barrée alors par des représentations du spectacle. Le vécu est confisqué et fixé en représentation sociale. Le spectacle agit alors sur un niveau, en tant que société, en tant que partie de la société et en tant qu'instrument d'une unification séparée. L'idéologie
ou la Weltanschauung, devenue effective et traduite matériellement, régissant par des images le rapport entre les personnes, le spectacle institue une séparation entre image et réalité, exclut le dialogue et sature le regard apaisé. L'hétérogène est expulsé pour que le spectacle devienne la reconstruction matérielle de l'illusion religieuse, liant maintenant comme pseudo-sacré à une base terrestre qui exproprie l'existence et le désir, les gestes et le corps. Le sujet ne se constitue pas lui-même, mais est produit comme séparé de son vécu. Ce résumé hâtif, vous l'avez reconnu, de la première partie de la société du spectacle, c'est la séparation achevée, et ici centré sur la question du sujet, semblait étrangement faire écho à ce que Antonin Artaud avait décrit dès ses lettres à Jacques Rivière, comme la séparation de sa scène mentale du vécu de son corps. À la recherche d'un langage qui en aurait pu faire le lien, Artaud avait eu recours successivement à la scène de la poésie, de la peinture, du cinéma et celle du théâtre, tout en expulsant les images, les gestes, les paroles et les voix soufflées qui en creusaient l'abîme. Chez Artaud, ce fut d'abord la question d'un langage poétique à trouver pour projeter son espace subjectif comme théâtre. Mais pour Debord, la poésie elle-même est moribonde. Bien que chez Debord, il s'agit aussi d'espace subjectif comme théâtre psychique, il s'annonce voilé comme projet d'autobiographie et de quête impossible sous le signe de la mémoire et du rapport au temps irréversible. Ainsi, un théâtre de la mémoire a été conçu à la fois dans une série de films, de Hurlements en faveur de ça de 52 à Ingirum imus nocte et consumibur igni de 78 et le dernier posthume Guy Debord son art et son temps de 94, ainsi aussi qu'avec des écrits tels que les mémoires qui nous étaient présentés juste avant de 58 et Panégyrique 1 et 2 89 et 94. Un langage poétique, par contre, un langage comme Artaud, je l'avais trouvé à la fin, semble longtemps hors de visée, car se restreignant seul à celui des autres. Un style propre s'y manifeste pourtant comme procédant à la fois de dérive et du détournement, du montage, répétition et arrêt, d'images et de sons, voire de citations montées et détournées dans ces textes. Et dans ces films, justement, ces citations vont se faire aussi voir, sa voix dans les films, tandis que dans les premiers textes, il recourt à la voix des autres, ou à l'aide des autres, comme nous avons vu avec les supports de Ascarian dans les mémoires. Avec l'étude de Jean-Marie Apostolides, Les tombeaux de Guy Debord de 99, voire augmenté, surtout le texte sur le théâtre, c'est seulement dans l'édition de 2002, l'approche critique de l'économie psychique à l'œuvre est dès lors inaugurée. Focalisant le rapport à la sexualité, au théâtre et à l'écriture, le jugement d'Apostolides est cependant resté mitigé, car il conclut à un effet paradoxe des œuvres de Debord. Selon lui, d'un côté, une fascination issue de, je cite, la fermeture à clé des œuvres, les scellant comme des tombeaux. De l'autre côté, il voit une séduction à l'œuvre incitant à rompre les scellés. Ce cercle de séduction, déception, fascination sera alors, selon Apostolides, la réception prévue de cette œuvre
Je cite, « Tant que l'image de Debord ne sera pas critiquée comme un produit paradoxal de la société marchande. » L'image médiatique d'un Guy Debord manipulateur y est finalement reprise, mais affinée en Hamlet du savoir, qui se transforme en sa propre statue de commandeur, celle du censor, préservée de lors jalousement par ses héritiers proclamés. Apostolides parvient à un tel jugement à la fin d'un parcours critique qui dégage comme horizon consécutif, à la fois inconscient et imaginaire, le modèle du bandit, du prince et du sage. Mais concluant avec la déception de ne pas, je cite, saisir totalement son œuvre, il aboutit à l'aveu étonnant d'un regret de maîtrise totale échoué, comme si jamais, en face de l'art, la tâche critique serait d'en finir pour l'éternité. L'agacement d'être renvoyé toujours plus loin à d'autres textes, à d'autres images, pour saisir la pensée de Debord, n'est-ce pas cependant ce qui procure aussi le plaisir des arts et de la littérature, la capacité d'ouvrir la mémoire du lecteur et de le confronter à son propre désir, de lui donner un nouvel espace. La prétendue clôture de l'œuvre de Guy Debord est en fait l'invitation à une ouverture. Il s'agit de réaliser une intertextualité à l'œuvre dans ses textes et ses films pour leur donner une épaisseur de sens multiples. Il s'agit de réaliser un transcodage sensoriel très caractéristique justement de la théâtralité selon Roland Barthes. Lire Debord comme construction d'un espace psychique, lire alors Debord comme construction d'un espace psychique. Car bien qu'elle se soit voulue dans l'intermittence des années 62 et 78, comme communautaire, cette construction s'affine et se dépasse dans une parole-voix singulière d'écrivain par la suite. Considérer alors son art, comme il le suggérait encore avec son dernier film posthume, Guy Debord, son art et son temps, comme, je cite, contribution à l'art extrême du siècle, comme un monument historique bien particulier. Un tel projet comprend l'art de Debord comme projection d'un théâtre psychique. Ce théâtre met en jeu une théâtralité qui questionne ce qui constitue l'espèce du sujet et sa psychogénèse. Le rapport à la voix et à la musique, le rapport au regard et à l'image, le rapport au langage et à l'écrit. Dès le début, il s'agit pour Debord de dépasser la poésie de la sorte que l'avait inauguré Lautréamont, Isidore Ducasse, avec ses poésies de 1870. Il est le seul, comme Debord écrira d'un panégyrique, qui lui avait donné, je cite, l'impression d'un éclat sans retour, et dont il emprunte déjà le nom, ajouté de professeur de mathématiques, comme expéditeur d'une lettre à Hervé Falcon, le 17 août 1950. Debord intervient après Artaud et son théâtre de la cruauté condensé dans la radiophonie interdite pour en finir avec le jugement de Dieu de 1947. C'est dans un contexte lettriste qui, tout en taisant Artaud, lui enlève sa pensée en le réduisant à des glossolalie néo-dada. Les lettres à Hervé Falcon de 1949 à 1952 donnent une impression de ce qui hante Debord à travers ses lectures, ses cuites, ses amours, ses projets initiaux. Debord est aux prises avec le surréalisme, avec Dada, les lettristes et les phares de son époque, Sartre et Camus, mais
aussi déjà fort d'une culture classique. Homère, Platon, Horace, Dante, Villon, Saint-Just, Rimbaud, Apollinaire et bien sûr Lautréamont. Il fait le constat du temps irréversible avec Kafka. Je cite, « C'est sûr qu'on ne reviendra pas en arrière », note-t-il, et conclut dans une lettre qu'il signe le marquis de Sade. « Tout est possible, corollaire, il faut tout casser ». Le passage irréversible du temps insiste avec un désir de l'absolu, le silence terrifiant de Rimbaud. L'amour de l'impossible est annoncé avec Ivic ou Ivic, personnage d'étudiant dans l'âge de raison, publié 1945 de Jean-Paul Sartre, qui dans ce roman est qualifié avec son frère Boris de martyr de la jeunesse, sans avenir. Le narrateur l'a décrit aussi comme une petite souffrance voluptueuse et tragique qui n'avait pas de lendemain et qui ne voudrait jamais vieillir. Debord retient d'elle en soulignant Ivic qui n'aime pas qu'on la touche et doute que Sartre ait voulu ce qui j'y trouve. Ivic devient la figure de la femme-enfant qui entra encore le premier scénario d'Hurlement en faveur de Sade et aussi les mémoires comme mythe d'Ivic, mythe que j'ai peut-être fait tout seul. Cette première scène psychique est encore lisible comme projet d'autobiographie impossible dans le premier scénario des Hurlements, dont les images prévues étaient 6 fois ponctuées par le portrait de Debord et où une métaphysique du refus se construisit en voix, images et paroles multiples empruntées. De la glossolalie des lettristes Vollmann et Dufresne aux voix pleines d'accents et de mélos, il note les accents. Par exemple, il devait y avoir un accent bulgare d'une jeune fille. Donc, aux voix pleines d'accents et de mélos personnels, jusqu'aux voix monotones et sans corps, d'une part, et d'autre part, des images privées, des images toutes faites, confrontées aux mots et aux paroles sifflées, citations de poésie, de lois, de traités, de journaux, et aux paroles étrangères ce sont des paroles étrangères qui construisent avec les voix et les images le sujet. Le premier scénario annonce alors bien un théâtre psychique, constat et mémoire de ce qui constitue le sujet par la voix, l'image et la parole des autres, l'autre. Mais le film final de 1952 ira encore plus loin. La séparation de 2 registres de perception que le cinéma sonore naturalise comme représentation unie dans la réception est non seulement mise à jour, mais aussi construite comme ce qui structure aussi l'économie psychique du spectateur. Elle se fait critique de la scène primitive qui préside à la fois à l'imaginaire du sujet et au cinéma, projection lumineuse ajoutant l'image aux voix entendues dans le noir. Debord dissout cet imaginaire en liant l'écran vide et lumineux aux paroles et en les entrecoupant avec de longues plages noires silencieuses et dans lesquelles ce film s'abolit dans ses dernières 24 minutes. Le cinéma de Debord, en tant que signifiant imaginaire, exhibe le désir de voir et installe ses yeux entre l'œil et le regard plus profondément que le chien andalou de Louis Buñuel. Il est d'ailleurs encore évoqué dans le premier scénario du Hurlement de la sorte. Le chien andalou s'est enfermé dans les maisons du soleil comme un argonaute étranglé. La perception du spectateur est déconstruite. Celui qui regarde est regardé par l'écran. Le spectateur est mis en face de son désir de voir.
cette castration symbolique du regard confronte avec l'autre de la mort. Le désir frustré de se voir se rabat sur l'oreille et la voix qui produit les images de son cinéma intérieur pour chaque spectateur différemment. Le noir qui entrecoupe ses rêveries renvoie chacun au passage du temps, la suite des répétitions et d'arrêts qu'est le cinéma comme montage. Désir de voir et passage de temps naturalisé et lié dans un imaginaire imposé qui mime le contenu sont ici révélés comme constituant à la fois la structure du sujet et du cinéma. Dans l'absence d'image et de l'alternance du blanc et dans l'alternance du blanc et du noir, la mort de la fiction du stade cinéma comme vie est signifiée comme l'autre absent que le temps d'une durée subjective rend comme le feuilleté temporel d'un imaginaire singulier. L'absence, la mort, comme condition de toute représentation, s'installe dans l'espace intermédiaire d'un imaginaire singulier que clôt toute représentation du pouvoir. Sartre, comme celui qui a poussé jusqu'au bout la logique du mal, est convoqué en tant qu'ordinateur inconscient des scènes intimes, seulement dans le titre. Mais comme chez Sartre, les mots inexpressifs, sans évaluation affective, provoquent les images, une mise en scène mentale se penchant sur le désir du lecteur, son imaginaire singulier révélé à lui. C'est la bande sonore du film qui fait du spectateur le metteur en scène d'un théâtre intime. Partagée entre 5 voix seules, celle masculine de Gilles Wollman, de Debord, Serge Berma et Isidore Issou, et celle d'une jeune fille de Barbara Rosenthal, qui d'ailleurs revient comme Barbara aussi dans les mémoires, ces voix se font inexpressives. La bande sonore suscite chez le spectateur qui perçoit seul leur timbre et mélos, qui alors incite au théâtre mental. Le cinéma comme imaginaire social fixant en équivalence symbolique des images représentations de ce qui lui est hétérogène devient ici palpable comme machine à flouer un espace propre de l'imaginaire singulier. Le vide fait de la sorte l'entreprise d'un imaginaire singulier à partir d'images privées et d'images trouvées peut alors être entamée comme guerre des images. Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps de 59, ainsi que la critique de la séparation, parachève une critique du rapport aux images en autoportrait. Cette critique procède d'images affirmatives qui sont des images preuves, celles de Debord, de ses amis, de femmes et de lieux qu'il a aimés. Elles ont la fonction de preuve d'un affect ou d'une émotion de la même sorte que la musique baroque de Handel, Couperin, de Michel Richard de Lalande et de Joseph Bodin de Bois-Mortier, compositeur du XVIIe, et la même fonction que les chansons de François Villon ou le jazz. Ces images privées et ces musiques citées au premier degré comme signifiant matériel d'une émotion révolue, elles se lient. Donc ces musiques, excusez-moi là, ces images privées et ces musiques citées au premier degré comme signifiant matériel d'une émotion révolue se lient aux images trouvées traitées au second degré comme mythiques, comme la bande dessinée de Chevalier de la Table Ronde. Ça peut être aussi un film qu'on a quelquefois, comme on a vu hier. Puis le bandit artiste raté, l'arsenaire des enfants du paradis, de Marcel Carré, Johnny Guitar ou les soldats de la cavalerie légère. Images et musique sont alors les tenants témoins d'une vérité singulière contre les fausses images de la représentation spectaculaire. Qu'est-ce qui se dessine comme au-delà du spectacle? La dénonciation de la séparation qui se voile comme telle fait surgir la projection d'un âge d'or du paradis d'une Lost Generation
dans le sillage de Hemingway, le livre Fiesta et des citations du livre Fiesta se font jusque dans les derniers films et livres. Puis une science des situations comme tâches et une mythologie de la vie comme quête. Et surtout un temps différent produit par le montage. Il ne s'agit plus d'un temps de l'action, d'une temporalité linéaire, chronologique, mais d'une durée subjective au sens bergsonien, un temps qui s'ouvre au passé et au futur et devient espace intermédiaire par la décontextualisation et le recadrage d'images préfabriquées et de paroles et musiques citées dans le rythme d'un montage qui soulignait sa structure de répétition et d'arrêt. Temps subjectif et convocation d'une mémoire singulière ouvre dans la fausse présence du spectacle une brèche à une vision singulière de l'histoire collective et individuelle. Par leur charge d'émotion et d'affect, ces images et musiques suscitent un regard et une écoute, saisissant ces théâtrèmes affectifs comme autant de puncta ou crins, je recours ici aux notions de Barthes, interpellant le désir du spectateur et le lui révélant. Nous vivons en enfants perdus nos aventures incomplètes. Il faudrait plutôt comprendre la totalité de ce qui s'est fait, ce qui reste à faire, et non ajouter d'autres ruines au vieux monde du spectacle et des souvenirs. Je commence à peine à vous faire comprendre que je ne veux pas jouer ce jeu-là. Ces 3 phrases sont respectivement les dernières phrases dites par la voix de Debord dans ses premiers 3 films. Pas ses premiers 3 films, mais les 3 films qui suivent Hurlement. Elles annoncent, issues de l'expérience d'un théâtre psychique, le programme d'une critique du spectacle et aussi, en 1961, un retrait du front de l'art au profit de la théorie du spectacle. Entre-temps, après la critique de l'image et celle du temps spectaculaire que le cinéma, la critique du rapport au réel s'était imposée, celle d'un réel compris avec Lacan, non comme rapport à la réalité, mais à ceux qui choient dans les rapports au symbolique, c'est-à-dire au discours et à ce que les tient comme représentation, l'image analysée comme fausse image. Ce réel se présente sous la figure de la situation opposée au spectacle que prévoit la société. La situation dont la science est déjà réclamée dans le Hurlement est élaborée entre 54 et 62 est définie comme antagoniste du spectacle. Elle crée l'espace où le désir, le rapport au corps intervient, ainsi que le rapport à l'art. Évoqué déjà dans les films antérieurs, avec les filles, le mythe d'Ivitch, avec le vin et l'alcool, l'aspiration, on pourrait dire, par la cora maternelle de l'ivresse et de l'inconscience, ainsi qu'avec le souci du temps et de la mort qui lui résiste, ce réel y est convoqué par une situation censée révéler les désirs comme une psychanalyse de l'espace. Ces modes, dérives et détournements, reprennent la logique du processus primaire, métaphore et métonymie, condensation et déplacement. La publication de Mémoires en 58, pour une poignée d'amis, propose dans ce contexte la cartographie des situations entendues comme construction concrète d'ambiance momentanée de la vie et la transformation en une qualité passionnelle supérieure. C'est la définition qu'il donne, qui a été dans les rapports sur la construction de situations. Placées entre les structures portantes d'Askerian, ces mémoires en 3 parties, ces 3 parties, juin 52, décembre 52 et septembre 53,
rassemble dans la page des phrases ou passages découpés de livres divers, de journaux et d'annonces, avec des photos découpées de Debord, de plusieurs jeunes filles et de ses amis, des extraits de bandes dessinées, de caricatures, plans de ville, de cartes géographiques, de bois ou de gravures historiques, quelquefois modifiées en collage à la manière de Alfred Jarry, des minutes de Sable mémorial ou de César Antéchrist. Ils forment ensemble un théâtre de la mémoire, fait avec des images et des mots d'autres, qu'évoque d'ailleurs la gravure de la 5e page, si on compte à rebours, où on voit une gravure montrant la pièce d'apparat d'une demeure bourgeoise en perspective, compartimentée comme le théâtre Monty de Robert Flatt. Et où J, étendue et renversée par terre, une figure féminine à qui a associé une bulle avec le texte suivant. Nous avons des quantités de souvenirs d'autres civilisations, des choses bizarres. Citant à la fin Baudelaire, le Baudelaire de Petits poèmes en prose, avec « Je voulais parler la belle encre de mon siècle », ces mémoires se fabriquent avec des textes et des images d'autres qui sont détournés et modifiés. Ces mémoires ne disent pas « je » et ne se certifient que par la photo récurrente et le nom de l'auteur sur la couverture. Déjà, ces lectures construisent ici son portrait et font de ce poème visuel une poésie faite par tous, selon la devise de Ducasse. À côté des révoltés, des ivresses, à côté des révoltes, des ivresses, des beuveries, figurent ici des photos découpées de jeunes filles, détournées comme mineures. Le détournement est une figure érotique, une figure de désir qui révèle l'inconscient d'un texte, d'une image, comme fixation d'un désir. Il certifie le désir comme la quête impossible de son héros. Ces mémoires restent cependant figées dans le geste du détournement, d'une intertextualité qui anticipera celle postmoderne des années 80-90. Montage et découpage d'une part, citation d'autre part, peuvent seuls projeter l'espace d'un corps. Il n'y en a pas encore un style au sens d'une respiration, d'une voix, d'un rythme, mais l'espace oscillant, quasi cinématographique, de voix même des cinématographiques de voix venues du noir. Ici, je pense qu'il y aura certainement beaucoup à dire, que justement ce qui fait le rythme de la perception, ce qui fait le regard, dans les mémoires, Debord lui confère la tâche à un ami. Ça veut dire, d'une certaine façon, il donne sa voix à un autre. Disons, c'est comme Artaud qui, disons, la voix, même la voix, est quelque chose qui est alors soufflé. La pratique de la dérive, influencée par la psychogéographie de Ralph Ramney ou la métagraphie de Ivan Shklegov, touche à d'autres pratiques performatives élaborées à la même époque, comme par exemple l'Untitled Event de Cage Cunningham and Rauschenberg au Black Mountain College, North Carolina, en 1952. Ou alors le Happening, qui s'annoncera avec Alan Caprow depuis 1959. Chez Debord, cependant, sont anticipés d'autres traits de ce qui est la performance, car il ne convoque pas une présence à soi mythique, abolissant la séparation entre spectateur et performeur, mais ouvre l'espace au réel du désir, convoque la mémoire singulière et historique du participant et induit un feuilletage de la temporalité.
L'approche du théâtre de cette époque qu'avait analysé Apostolides amenait Debord au Théâtre du Monde, son intégration comme spectacle dans la société l'en rejeta. Le même sort attend le deuxième procédé situationniste, le détournement. Celui-ci se trouve dès lors le mieux représenté dans la publicité et les médias, voire les discours politiques. La théorisation du spectacle, aboutissant dans le livre de 67, le privilège donné dès lors à l'intervention politique en vue de la destruction de la société du spectacle, remplace la construction de situations par celle de révolution. Donc, d'une certaine façon, le théâtre à la performance par la révolution. Un projet singulier, il semble alors être absorbé par celui collectif. Mais le théâtre de la mémoire singulière, arraché au spectacle, rebondira sur un niveau supérieur avec le film Ingirum nocte imus et consumimur igne en 1978 et le livre panégyrique tome 1er de 1989. Un style personnel d'écriture s'y affirme. Bien qu'il est classique, il n'est pas une rhétorique, mais une voix, une respiration, une voix singulière avec un rythme singulier et sa musique. Dans les deux cas, le film, le livre, il ne s'agit plus de la critique du spectacle, moyennant une vie, mais de la célébration d'une vie malgré le spectacle. Dans les deux cas, Debord dit « je » du début à la fin. Il parle en son nom propre, et ça, je crois que c'est le premier qui l'a relevé ça, c'est Philippe Solers. Il parle en son nom propre, il s'assume comme sujet en dialogue avec une multitude d'autres qui l'affrontent à son siècle en évoquant ses désirs, sa quête à la fois artistique, politique et amoureuse et sa perte. Le film n'est plus pur montage d'images préfabriquées. Cette fois, une grande partie des plans ont été filmés par Debord lui-même. Comme le livre n'est plus un assemblage ou un montage de citations, mais une écriture qui fait des citations, et les met d'ailleurs entre guillemets, les marque comme citation. Ingirum nocte imus et consumimur igne est la somme palindromique de ces essais cinématographiques et autobiographiques antérieurs, assumés dès lors par un sujet en son propre nom. Sa vie, c'est un passage dans le temps, un long travelling sur la Seine et la lagune de Venise, mouvement visuel emporté dans le rythme d'une musique baroque et du jazz. Les préludes du deuxième concert royal et le premier concert numéro 11 de François Couperin, ainsi que les Whisper Notes de Benny Johnson, joué par Art Blakey, et le Jazz Messengers. Cette vie est un voyage irradié par Dante et Venise. C'est une traversée de l'enfer d'ici-bas, le voyage d'une génération perdue, comme celle de Fiesta de Hemingway, mais aussi assumée comme dans son au-delà du lit du fleuve sous les arbres. C'est une déclaration d'amour à son époque. L'enfer est ici aussi paradis. Tout est paradis en enfer, disait Sartre. Il y célèbre le temps qui fuit par sa beauté. C'est une traversée d'époque, comme en passe la pointe de la Dogana, c'est-à-dire plutôt vite. Le style classique
d'un calme serein et impassible retrouvé, caractérise aussi le livre Panégyrique tome 1er, écrit à la suite des commentaires qui faisaient le constat du spectaculaire intégré, entraînant la disparition de la mémoire et par conséquence de l'histoire de l'original, dans une société où l'interdit d'en rire et l'incapacité de la lecture barre l'accès à une expérience de l'au-delà du spectacle. Ce livre entreprend de dire à la première personne ce qu'il a aimé en dialogue avec ses lecteurs seuls. C'est dans la projection d'un espace de sujet comme théâtre de lecture, donc après le théâtre de la mémoire, le théâtre de lecture, dont des dramaturges comme Aristophane, Marlowe, Shakespeare, Calderon, Racine et Musset, les essayistes et romanciers Montaigne, Gracian, Cervantes, Swift, Lawrence Sterne et Stendhal, les philosophes, historiens et stratèges comme Hérodote, Thucydides, Héraclite, Machiavel, Saint-Simon, Tocqueville et Clausewitz, les poètes Dante, Lippo, François Villon, Mallarmé, Isidore Ducasse, Lautréamont et Arthur Cravant. Dans sa beauté et clarté classique, son écriture fait penser, comme je le disais déjà, à celle d'Isidore Ducasse dans ses poésies. Une existence singulière se construit à travers l'écriture comme théâtre de lecture. Mais à l'encontre des stratégies d'une intertextualité postmoderne, laquelle travaille avec l'allusion et l'appropriation tacite, des citations empruntées, Debord nomme explicitement ses sources. La négativité d'une appropriation cachée est dès lors refusée avec l'argument suivant. Les citations sont utiles dans les périodes d'ignorance ou de croyances obscurantistes. Les allusions, sans guillemets, à d'autres textes que l'on sait très célèbres, comme on en voit dans la poésie classique chinoise, dans Shakespeare ou dans Lautréamont, doivent être réservées aux temps plus riches en tête capable de reconnaître la phrase antérieure et la distance qu'a introduit sa nouvelle application. On risquerait aujourd'hui, où l'ironie même n'est plus toujours comprise, de se voir de confiance attribuer la formule, qui d'ailleurs pourrait être aussi hâtivement reproduite en termes erronés. La lourdeur ancienne du procédé des citations exactes sera compensée, je l'espère, par la qualité de leur choix. Elles viendront avec à propos dans ce discours. Aucun ordinateur n'aurait pu m'en fournir cette pertinente variété. Comme Isidore Ducasse, qui, après la négativité de ce chant de Maldoror, signé Lautréamont, affirme face à son époque comme nécessité éthique la positivité d'une poésie faite par tous, Debord fait suivre, face au spectaculaire intégré, le geste négatif par une affirmation positive. Il renverse maintenant le postulat ducassien qu'il avait suivi avec ses mémoires et dépassé avec la théorie du spectacle, comme nous avons vu déjà ce matin, et dans laquelle il avait été récupéré. Comme Ducasse, il propose alors une nouvelle positivité contre son temps. C'est la lecture qui devient la stratégie d'un sujet qui, avec la poursuite des passions du corps, lui ouvre non seulement la mémoire et déploie la situation du présent à la lumière du passé, mais rend surtout possible un imaginaire débarrassé de l'illusion religieuse de la représentation spectaculaire. Le théâtre psychique que Debord projette comme espace de sujet, dans quelques films et écrits, procède d'une théâtralité qui ne s'abîme pas dans le spectaculaire pansement narcissique. Dans le spectacle tel que Debord l'analyse, le spectateur fait les frais en tant que sujet, et sujet compris au sens de la psychanalyse lacanienne. Fasciné, absorbé, jugulé,
Le spectacle, lui, est speculum, miroir narcissique qui à la fois le comble et l'anéantit comme autre de ses désirs en endiguant son rapport à la mort et au temps subjectif dans une présence aliénée, amnésique. Bien que le théâtre, comme d'ailleurs aussi le cinéma, ait souvent cet effet-là, le théâtre n'obéit pas nécessairement à une telle logique. Théâtre et spectacle mettent tous les deux le spectateur, theates ou spectator, au centre. Mais dans les deux cas, la position du sujet respectif est sensiblement différente. Le grec théates procède de théaomai, regarder, contempler, mais aussi faire passer mentalement devant les yeux. Théaomai est aussi la racine grecque, comme vous le savez, de théorie. Le théates est confronté avec le théâtre à une double scène, celle devant ses yeux et celle qu'elle suscite mentalement, le reliant à son imaginaire et à sa mémoire. Le théâtre au sens grec implique la césure entre la représentation vue et celle actualisée mentalement comme perçue. Le théâtre ouvre un espace intermédiaire où se constitue le sujet, entre symbolique et imaginaire, inscrivant son corps par le désir de voir et d'entendre. Le spectaculum latin, par contre, procède de spectare, c'est regarder, contempler, mais aussi juger, mettre à l'épreuve. Il implique un rapport à l'argent, à l'économie, spectatio, et l'examen de la monnaie, un rapport à l'apparat du pouvoir, spectabilis, somptueux, par exemple, comme le doyen d'une université en exercice de sa fonction à qui on s'adresse de la sorte depuis le Moyen-Âge. Et last not least, un rapport au sacré, à la religion. La spectio est le droit d'observer les auspices ou encore la speculatio, à la fois employée pour l'argent et l'observation des dernières choses, la métaphysique. Le sujet du spectacle est un sujet croyant soumis à la politique et à l'économie. Le sujet rassuré par le spéculum du regard. L'espace entre la représentation et le corps y est anéanti, la représentation séparée est reçue comme non séparée. Dans cette distinction du champ étymologique de théâtre-spectacle qui oppose une scène du désir et de la pensée à une scène de l'illusion religieuse, s'origine aussi la différence entre le spectacle historique et celui de la société de spectacle que Debord analyse dans son livre de 67. Jusqu'au XVIIIe siècle, jusqu'à la Révolution française, le spectacle du prince se caractérise par le rapport explicite au sacré, à la religion. Le prince est légitimé par son double corps qui le relie à Dieu. Le spectacle puise sa vérité en dernière instance de ce rapport à une transcendance obvie. Oui, j'ai presque fini. Dans la société du spectacle que Debord fait commencer avec les totalitarismes et la société de consommation dans les années 20 du dernier siècle, le spectacle agit comme élaboration implicitement religieuse du rapport au monde, sans que celle-ci se donnera à voir comme telle. La fonction de médiation de la représentation est cachée, le spectacle s'offre comme reconstruction matérielle de l'illusion religieuse. Avec ce rapport caché au pseudo-sacré, une seconde différence centrale concerne le rapport du spectacle à son usager. Le prince devient prince grâce à la reconnaissance de ses sujets qui font partie de la représentation. Dans la société du spectacle, par contre, il s'agit d'une représentation unilatérale du pouvoir qui en même temps leurre par la promesse d'une autorité de 15 minutes que Warhol a repris, mais que nous trouvons un peu plus court déjà chez Benjamin. Une présence dans les médias pour tout un chacun, sans pour autant
sans pourtant aucun pouvoir réel. Le troisième point distinctif concerne l'objet de cette représentation. Le spectacle historique du pouvoir donne une représentation de ce qui est impossible. Par exemple, la représentation utopique d'un âge d'or lors des intermèdes florentins des Médicis en 1559. La société du spectacle, par contre, offre la représentation de ce qui est possible, mais ce qui est en même temps interdit. Ainsi, le spectacle confirme et affirme un rapport imaginaire aux conditions d'existence de chacun et rend en même temps impossible une élaboration d'imaginaire singulier. Le théâtre, par contre, s'il procède, et alors ici on aurait à distinguer entre théâtralité et spectacularité. Donc, le théâtre, par contre, s'il procède d'une théâtralité analytique, suscitant la mémoire et interpellant un désir dépassant le miroir narcissique, un tel théâtre affronte le spectateur à son désir inconscient, l'interpelle comme sujet clivé, ouvre alors un espace entre la scène devant les yeux et celle mentale qui fait dialoguer et penser le théâtre offert. Un tel théâtre donne alors la possibilité de s'apercevoir de sa propre singularité grâce à une productivité signifiante qui déconstruit la perception. Ceci est le résultat de la performativité de l'œuvre qui est une force théâtrale et qui constitue alors seulement le sujet percevant en le faisant penser. Donc, je viens à la fin. Avec son art extrême, son cinéma et ses écrits poétiques au sens ducassien, Debord poursuivit une politique du sujet avec la projection d'un espace de sujet qui se déploie au cinéma et dans certains livres. Ils interpellent le regard et l'écoute du spectateur en le dissociant de l'imaginaire du spectacle, évacuant avec ces images la fausse unité et ouvrant une brèche pour un espace intermédiaire où peuvent se loger la mémoire et le désir du spectateur ou lecteur. Debord place ceux-ci devant leur rapport à la mort. Dans le feuilletage du temps, il les affronte à leur propre désir. Son style, comme rapport au langage assumé avec sa propre voix, avec une propre respiration dans ses derniers films et livres, nous donne une vérité inconsciente que l'on lui conteste encore, comme ce que j'avais cité de Sicher ou d'Apostolites, qui n'y veulent voir qu'un rapport désespéré à un père absent. En disant finalement « je », avec Ingirum et panégyrique, en affirmant non seulement la passion de la lutte des femmes et de la boisson, mais aussi l'amour de son époque, dans le style limpide des anciens qui est devenu sa propre voix, Debord s'assume dès lors non seulement comme fils, mais aussi comme père de ses lectures, qui a intégré dans son écriture l'attrait du maternel liquide et le sublime sur la page dans la beauté du rythme d'une voix et sur l'écran dans le mouvement des travelling, des plans d'eau de la Seine et de la lagune emportés
par la musique baroque et du jazz comme un paradis perdu et retrouvé. Comme Antonin Artaud, à la fin de son dernier théâtre de la cruauté en germe, Debord aurait pu alors dire « Je suis mon fils, mon père, ma mère et moi ». Merci.